Bien, nous arrivons à la conférence de clôture de ce colloque. Et cette conférence de clôture va nous être présentée par Monsieur Ledéo, qui est membre de l'Académie d'agriculture de France et qui a, vous allez le voir par ce bref résumé de son CV, à la fois des compétences indiscutables dans des domaines importants pour l'agriculture en tant qu'enseignant-chercheur, étant donné qu'il est professeur de biochimie à l'université Henri Poincaré de Nancy, mais de plus, il a un investissement politique très important dans le domaine des affaires économiques, de l'environnement et du territoire. Donc il a ce double aspect, social, politique, et c'est aussi un scientifique. Il a été député de Meurthe-et-Moselle et président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques jusqu'en 2017. Et il est actuellement membre honoraire du Parlement. Au cours de son parcours scientifique, il s'est impliqué dans le domaine de la biochimie et de l'enzymologie, s'intéressant à la conversion énergétique, aux bactéries lactiques, aux protéines du lait, travaux ayant conduit à l'obtention d'un brevet en 1986. Ses activités politiques ont établi ses implications dans les domaines de la sécurité sanitaire et alimentaire, des OGM et de la réécriture du génome, et d'une façon plus générale sur la place des biotechnologies en France et en Europe. Il a participé aux travaux de l'Académie d'agriculture de France, soit en faisant appel à ses experts, soit en participant à des colloques, à des ouvrages et à la réflexion sur des projets stratégiques. Donc son domaine d'expertise est la recherche et l'innovation, la bioéconomie, le réchauffement climatique, et donc il va nous présenter une conférence plénière de clôture sur le thème « Agriculture du futur, s'appuyer sur les savoirs et non sur les croyances ». Et je crois qu'il a toutes les compétences pour faire que cette session de clôture soit particulièrement passionnante. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Je voudrais d'abord remercier la Maison de la Chimie pour son invitation et vous dire tout le plaisir que j'ai parmi vous aujourd'hui, ayant eu la chance d'avoir deux vies différentes sur Terre, une vie de chercheur et d'enseignant à l'université, et je vais vous le dire un peu par hasard, parce que j'étais un jeune responsable de l'université, à l'époque Henri Poincaré en Lorraine, quand en 1986, et c'est la seule fois dans notre pays, il y a eu une élection à la proportionnelle. Et comme il n'y avait pas la parité, et que j'étais jeune, on m'a proposé une quatrième place, j'ai dit j'accepte s'il n'y a aucune chance d'être élu. Le troisième, pensant qu'il ne serait pas élu, a démissionné, et voilà comment on devient député. Je me suis dit, en tant que scientifique, qu'est-ce que je peux faire puisque j'avais été élu, et j'y suis resté, et j'ai été réélu, les électeurs m'ont fait confiance, 31 ans, et je me suis occupé des relations entre sciences et société, et notamment j'ai contribué à la mise sur pied, parce qu'elle était créée en 1983, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Le colloque d'aujourd'hui a montré que la chimie est omniprésente dans des domaines très variés, et vous l'avez bien dit, mais également dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Et vous avez également dit, je vais tirer le masque, et vous avez également dit que le mot chimie fait peur, car il a souvent été associé à des catastrophes. La catastrophe de Bhopal en Inde, qui avait fait 20 000 morts, mais
AZF chez nous. J'étais le rapporteur de la commission d'enquête, donc j'ai bien suivi ce dossier. La chlordécone aux Antilles, j'ai aussi fait le rapport sur la chlordécone aux Antilles. Vous voyez que tous les rapports controversés, j'y ai travaillé au niveau du Parlement. Et les controverses, elles continuent sur les utilisations de l'oxyde de titane dans l'alimentation, sur les nitrites dans l'alimentation. Et je pourrais multiplier sur les néonicotinoïdes pour les abeilles, je pourrais multiplier les exemples. Et si aujourd'hui on se pose la question, et qui est une question primordiale, la chimie et les biotechnologies sont-elles compatibles avec l'agriculture durable? C'est parce que dans l'esprit du citoyen, on a associé le mot chimie à des problèmes qu'on a eus au niveau de notre pays. Et pourtant, la chimie, monsieur l'a dit ce matin, il ne faut pas avoir honte de parler de chimie. Il avait raison. La chimie a été à la base d'un grand nombre de progrès. Et Catherine Roger-Regnault a dit ce matin, avec beaucoup de pertinence, que finalement une branche de la chimie, la biochimie, c'est elle qui a permis d'expliquer le fonctionnement des organismes vivants. Et c'est, moi qui étais professeur de biochimie, je disais souvent à mes étudiants dans un premier cours que la chimie organique avait des qualités, mais elle permettait d'augmenter la pression, d'augmenter la température, et de faire avec, dans des temps qui étaient des temps souvent longs, des molécules petites. Et que la biochimie, on permet, grâce à des catalyseurs que la chimie a inventés, on permet, grâce à des catalyseurs que sont les enzymes, de fabriquer des molécules complexes dans des temps très courts, compatibles avec la vie, dans des conditions de température ambiante et à la pression atmosphérique. Et tous ces sujets, finalement, c'est des sujets majeurs. Et la chimie, c'est régulé. Il y a des réglementations comme REACH qui sont apparues. Il y a des agences de régulation comme l'ANSES en France, on l'a cité ce matin, ou les agences européennes, qui ont bien travaillé, qui se sont réformées, qui ont essayé d'évoluer. Et pourtant, ces expertises sont de plus en plus contestées. Et leurs avis sont souvent inaudibles. Certains, je vais dire, il faut provoquer un peu, certains activistes réclamant des expertises dites indépendantes, alors que les expertises collectives des agences ou d'organismes de recherche font partie des missions de service public. Et une dame faisait allusion ce matin à l'expertise collective de l'INSERM. Il n'y a d'expertise que d'expertise collective. Ce n'est pas une expertise que de venir à la télévision en 30 secondes dire que quelque chose est dangereux, ou d'organiser ou de médiatiser votre position ou votre opinion sur un sujet. Donc cette expertise collective, elle est importante, et que pour l'illustrer, je vais parler de ce divorce sciences et société à travers une technique nouvelle qui a été abordée 2 ou 3 fois ce matin, qui est la modification ciblée du génome. Je préfère ce terme au terme de génome editing ou d'édition du gène, qui est une traduction de l'anglais strict, ou de réécriture du génome qui montre qu'on trafique le génome. Et c'est donc... pardon. Pour retourner, c'est le rouge. Hein, ouais. C'est le rapport que j'ai fait en 2017 avec Catherine Procaccia, qui est sénatrice, pas du même groupe politique que le mien, et sur lequel on a travaillé. Nous avons rencontré, vous voyez, Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier dans leurs laboratoires respectifs. Et au milieu, c'est la conférence que Emmanuel Charpentier a fait à l'Académie des sciences. Certains y étaient. Je crois que Jennifer Doudna résume ce problème pour montrer l'évolution qu'on a eue dans ces disciplines. C'est que avant, on travaillait, les nouvelles technologies étaient des sortes de marteaux de forgeron avec les OGM pour taper sur les gènes, alors que maintenant, on travaille avec des scalpels moléculaires pour découper le génome. Et que les NBT, bien sûr, pourraient, ou les NTG, comme on dit maintenant, pourraient avoir des applications très importantes dans l'agriculture. La diapositive suivante, non, je crois qu'il m'en manque une là. Non, je
Je l'ai faite, donc il m'en manque une, je crois, mais ce n'est pas grave. La diapositive suivante vous montre ce mécanisme qui est un mécanisme que je ne vais pas développer, qui est compliqué et que vous retrouverez dans une publication qu'on a donnée à Mediachimie, qui sera plus complète, mais que je vais quand même essayer de résumer en disant que finalement, ces généticiennes ont fait un outil d'ingénierie du génome à partir de ce qui existait dans les bactéries, naturellement. Face à l'intrusion d'un phage, la bactérie découpe non seulement l'ADN du phage, ce qu'il détruit, mais recopie de plus la séquence d'ADN pour faire face à des agressions ultérieures éventuelles. Et que ce découpage est fait par une protéine, la grosse protéine que vous voyez là. Ce découpage se fait de manière universelle et finalement, le petit ARN qui est synthétisé indique l'endroit exact où doit intervenir la protéine, ce qui en fait un outil universel et ce qui fait que maintenant, grâce à cette technologie, un peu comme le copier-coller en informatique, grâce à cette technologie, on est capable d'aller couper un gène à l'endroit exact où c'est nécessaire. C'est important, je le disais, pour l'agriculture. Car si on prend les variétés végétales, ça fait près de 10 000 ans, il y a eu aussi des diapositives, et André Fougeroux l'a bien dit ce matin, ça fait près de 10 000 ans que les hommes ont inventé l'agriculture, sélectionnant les variétés récolte après récolte, pour améliorer leurs propriétés. Cette découverte représente une rupture fondamentale par rapport aux technologies de fabrication des anciens OGM, et constitue une avancée majeure par sa précision, je viens de le dire, par son efficacité, par sa puissance, par son universalité, par sa facilité d'usage, par sa rapidité de mise en œuvre et par son coût modéré. Certains ont même parlé, même si certains comptaient ce terme, de biologie de garage, parce que c'était pas possible de le faire avec des moyens limités. Elles permettent d'accélérer et de cibler un processus de sélection variétale qui, dans la nature, pourrait se dérouler de façon aléatoire, mais qui, par croisement naturel, prendrait beaucoup plus de temps et coûterait plus cher. L'échelle des temps, comme le domaine des possibles, change. C'est ce que vous voyez dans la diapositive suivante, et que les traits recherchés aujourd'hui, alors que c'est ce qui a été reproché aux organismes génétiquement modifiés, ne concernent plus seulement les résistances aux herbicides, l'augmentation de la tolérance aux maladies, aux insectes ou l'amélioration de la productivité, mais les NBT permettent la création de plantes moins consommatrices en intrants et en engrais, utilisant mieux l'azote, améliorant les rendements, toutes questions que vous avez posées dans toutes les conférences de ce matin et de cet après-midi, la qualité, la robustesse, allongeant la durée de consommation, améliorant la qualité nutritionnelle des aliments, s'adaptant mieux au changement climatique, en sélectionnant des variétés plus économes en eau, plus résistantes au stress hydrique ou à la salinité. Et je crois que ces questions sont majeures parce qu'on avait sans doute là l'occasion de réconcilier le décideur politique avec la science. Ça n'a pas été le cas. Et je le dis globalement, et c'est ce que j'ai vu, le pouvoir politique se méfie de la science. Et je me mets dans le pouvoir politique, même si j'ai les deux casquettes. Et que pour les ministres et les gouvernements qui se sont succédés en France depuis 15 ans, donc je les mets tous là dans le même, sauf peut-être l'actuel ministre de l'Agriculture, qui sur cette question-là a eu une position en avril ou mai 2021, cette année, qui était plus tranchée et peut-être plus courageuse que celle des autres. Quelle que soit leur tendance politique, ce dossier est une sorte de patate chaude. On adore en France décréter des interdictions qui donnent au public le sentiment immédiat de l'action. C'est Olivier Babot dans Les Échos qui l'écrit, le président de l'Institut Sapiens. Ceux-ci ont en réalité botté en touche, se défaussant des décisions à prendre sur la Cour de justice européenne et sur le Conseil d'État. Et à la dame qui posait la question ce matin de savoir est-ce qu'on avait des plantes
oui, il y en a plein qui sont autorisés déjà dans le monde, mais il y en a des centaines qui sont dans les circuits d'autorisation, alors que nous, depuis 15 ans, on n'a pas pris le plus petit début de commencement d'une décision. C'est-à-dire que ces décisions ne sont pas prises, donc on n'est pas prêt d'avoir des autorisations au niveau de notre pays. Les décideurs auraient dû éclairer le débat sur l'utilisation de ces biotechnologies, organiser et éclairer le débat dans l'agriculture, s'approprier ces nouvelles pistes de recherche. Cela aurait permis à la France d'être plus innovante. Cela n'a pas été le cas. Et je le dis, et c'est le bilan que j'ai fait, je l'ai dit publiquement à l'Office parlementaire, on a perdu des chercheurs. Il y en a d'ailleurs qu'on a vu aujourd'hui qui étaient aux États-Unis. On a perdu, c'est le cas d'Emmanuel Charpentier, on a perdu des capacités à être innovants dans les biotechnologies et on a perdu des compétences en matière d'expertise internationale. Le dossier des OGM s'est enlisé, mais à la limite, ce n'était pas grave, le dossier des OGM. Mais ce qui s'est enlisé maintenant depuis, c'est la totalité des autres dossiers, puisque, alors qu'on avait, dans les années 98, à la fin des années 90, 800 essais en champ, on a 0 aujourd'hui. Le dernier était les peupliers de l'INRA. Et aujourd'hui, comme on dit que les NBT, ces produits pour lesquels il n'y a pas de transfert d'un gène étranger, sont des OGM, ce qui a été la décision de la Cour de justice de l'Union européenne en 2018, on assimile ces produits à des OGM et donc on est toujours dans l'enlisement qui a été indiqué là. Et vous le voyez, ces controverses successives, ce pilonnage et cet activisme fait que l'utilisation de ces produits ont frappé l'opinion publique et il y a une liaison qui se fait entre malbouffe et ce type de produit, c'est évident. En parlant d'OGM cachés, de variétés créées en utilisant des techniques aléatoires ou ciblées de mutagénèse, on veut parvenir aux mêmes effets, c'est-à-dire un nouvel enlisement réglementaire. Et pourtant, et je le dis d'autant plus que j'étais le rapporteur sur le réchauffement climatique et que j'ai indiqué il y a 15 ans déjà qu'il fallait agir très vite sur le réchauffement climatique. Et pourtant, qui est capable de dire depuis 25 ans qu'il y a eu un problème sur la santé? Aucune instance internationale. C'est des méta-analyses de toutes les académies. Il n'y a pas eu de problème. Néanmoins, aujourd'hui, vous le verrez tout à l'heure dans une diapositive, après la déclaration de l'Union européenne de 2021, on continue avec les mêmes thèmes. Il n'y a pas eu de graves conséquences sur l'environnement, même s'il y en a eu en termes d'environnement, parce que les techniques culturales étaient mauvaises, et je l'ai vu en Argentine, et j'ai pu m'en rendre compte. La définition européenne des OGM, et ça revient là, je vais être très court sur cette partie, et vous pourrez le voir dans l'article de Mediachimie que j'ai écrit, mais la définition finalement dit qu'en droit européen, un OGM est un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement. Et elle dit dans quel cas ça ne s'applique pas, et dit dans quel cas, dans des OGM, il ne faut pas qu'il y ait la même réglementation. Et notamment, c'était le cas de la mutagénèse, parce que, c'est la dernière partie de cette diapositive, parce que pour le législateur, la sécurité était avérée depuis longtemps. Le problème, c'est que la décision de la Cour de justice européenne dont je viens de parler, qui s'est faite en 2018, elle est scientifiquement aberrante, parce que le juge s'est basé sur les connaissances de 2001, il n'y avait pas les connaissances de 2020 et les connaissances de l'invention de CRISPR-Cas9 et du prix Nobel de 2020. Le juge s'est basé sur les connaissances anciennes pour prendre une décision juridique et pour dire, eh bien, ce sont des OGM, et à partir du moment où ce sont des OGM, ils vont avoir la même réglementation. On aurait pu penser qu'ils auraient le droit aux mêmes exemptions. Eh bien, que nenni, non seulement il n'y a pas eu les mêmes exemptions sur la mutagénèse, mais le Conseil d'État a durci globalement la position, puisque le Conseil d'État indique, je vais essayer de retrouver, parce que j'ai pris de l'avance sur le texte que j'avais, puisque le Conseil d'État a indiqué que la notion de sécurité avérée depuis longtemps, elle ne jouait pas pour des produits pourtant utilisés en termes de mutagénèse
sujet que vous avez également bien indiqué dans les conférences de ce matin, qui était celui des adventices. Et je vais vous prendre qu'un exemple. Dans les cultures de tournesol, 730 000 hectares en France, 730 000 hectares, eh bien, on utilise des produits dans 25% des cultures aujourd'hui de tournesol en France, des produits issus de la mutagénèse. Et si on prend la décision du Conseil d'État français, eh bien, ces produits devront être soumis à autorisation, alors qu'ils ne l'étaient pas dans la précédente législation européenne. Et que, aussi bien l'ambroisie, qui est connu pour ses propriétés allergènes, qu'un certain nombre d'autres produits qui sont des produits dangereux, dans les adventices, il faut bien sûr pouvoir les traiter. Au niveau juridique, c'est en plus juridiquement contestable, c'est scientifiquement aberrant et juridiquement contestable. Juridiquement contestable, pourquoi? Parce que le protocole de Carthagène de 2003 sur les organismes vivants modifiés indique également et reprend les mêmes exceptions que la législation de la directive 2001-18 au niveau européen. Et qu'à partir du moment où nous, on veut revenir sur une convention internationale, chacun sait qu'en droit, les conventions internationales priment sur le droit national. Néanmoins, ça n'a pas choqué, ou plutôt, c'était une épine dans le pied politique pendant un certain nombre d'années, et on n'a pas voulu trancher sur cette question. Quand la question évolue, parce qu'un certain nombre de scientifiques au niveau européen indiquent qu'on n'est pas dans la bonne voie et que les conseillers scientifiques en chef auprès de l'Union européenne disent qu'il faut arriver sur des certitudes scientifiques sérieuses, on a un rapport du 29 avril 2021 de la Commission européenne qui dit que les nouvelles technologies génomiques peuvent renforcer la durabilité du système agricole, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à ces techniques, ce que vous avez dit et ce que Mme Boutet a dit en conclusion, en disant qu'il fallait associer la totalité des techniques et non pas ostraciser certaines d'entre elles, eh bien que ça pouvait contribuer à la durabilité du système agricole. C'est ce qu'a dit la commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, celle-là, Kyriakides, que la législation actuelle sur les OGM de 2001 n'est pas adaptée à ces techniques innovantes, que les produits issus des NGT peuvent contribuer à réduire les systèmes alimentaires durables en rendant les plantes résistantes aux maladies, en rendant les plantes résistantes aux effets du changement climatique ou en leur permettant de s'adapter au changement climatique, en pouvant présenter des qualités nutritionnelles supérieures et en pouvant avoir besoin de moins d'intrants. Eh bien, à côté de cela, j'ai mis, vous allez voir la pétition, elle est sur Internet, vous la trouvez, elle a été du 29 octobre, donc il y a quelques jours, la pétition de Greenpeace, je le dis, je ne l'ai pas écrit, mais qui dit non aux OGM masqués, NBT de fausses solutions pour de vrais OGM, et qui disent que le principe de précaution est oublié, alors que le principe de précaution est le grand oublié de cette décision, et les NBT sont de fausses solutions pour de vrais OGM. Comment voulez-vous qu'on puisse, avec de telles controverses sur tous ces sujets, en permanence, dépenser... J'avais dit un jour, après avoir fait le premier rapport sur les OGM en 1998, j'avais dit que je m'en occuperais plus jamais. Et puis finalement, je suis retombé dans la loi de 2008. J'ai refait le rapport après l'affaire Serralini, je vais vous en dire un mot tout à l'heure. Et j'ai refait le rapport sur les NBT, parce qu'on ne peut pas démissionner. Mais il faut toujours essayer de dire que le savoir, il doit être discuté et au moins être mis sur le même plan que la croyance ou l'opinion. Ce qui est le titre de ce que je voulais dire comme message aujourd'hui. Un autre exemple illustre ce propos, c'est celui de la vigne. Les viticulteurs sont obligés d'avoir un certain nombre de produits pour lutter contre le mildiou et l'oïdium, d'utiliser des produits phytosanitaires ou des produits chimiques. L'agriculture biologique reconnaît d'ailleurs la possibilité d'utiliser du sulfate de cuivre. C'est dans le cahier des charges de l'agriculture biologique pour la vigne. Et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ce que les biologistes de l'INRAE ont réussi à faire après 20 ans de travail de sélection compliqué? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux sélectionner des plantes résistantes à l'oïdium et au mildiou
et les développer, plutôt, ce qu'on a réussi à faire, le faire rapidement avec les NBT, plutôt que de continuer à, quand même, un tout petit peu, on parlait de biostimulation, abîmer le sol avec le sulfate de cuivre. Ça paraît évident. Eh bien non, c'est pas évident. Ça paraît évident à tel point que, même dans l'agriculture biologique, au FIBL à Zurich, il y a un certain nombre de personnes qui ont été mis en cause parce qu'ils l'ont dit, mais dont le directeur Urs Nigli, qui a dit la même chose et qui a dit qu'il valait mieux sans doute, à un moment donné, associer les biotechnologies à l'agroécologie. L'innovation, l'acceptation d'une innovation, et là on voit que l'acceptation est compliquée, est pourtant la condition de sa diffusion. Et je vous ai montré deux images de l'office parlementaire. Une image historique, c'est celle du bas, parce que c'est la première audition publique, collective et contradictoire faite à l'Assemblée nationale française. Et c'était le commandant Cousteau. Et c'était sur les ressources, et on disait, bien sûr qu'on l'a défendu, on disait qu'il ne fallait pas exploiter les ressources minérales de l'Antarctique. Donc on a parlé, je pense, dans nos rapports et dans nos évaluations sur le réchauffement climatique, où on allait dans le sens de mesures à prendre sur le réchauffement climatique. On a interdit. On a été sur la chlordécone, on a dit qu'on avait sûrement eu du retard à l'allumage et qu'il fallait régler cette question aux Antilles aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas sur les NBT. Mais la perception des citoyens, je dis, reste très compliquée parce qu'on est dans des controverses successives. Que la réduction des intrants en agriculture ou la régression des famines pourront être résolues par la mise en commun de tous les outils dont on dispose. Et je voudrais même de manière courte vous rappeler cette affaire puisque nous l'avons traitée à l'Assemblée nationale par des auditions. Ce qu'on a appelé l'affaire Serralini. Personne n'ose dire le nom, mais qui, à un moment donné, avec exclusif, ça c'est du Nouvel Observateur, avec une campagne orchestrée dit « Oui, les OGM sont des poisons, des chercheurs français ont étudié secrètement pendant 2 ans 200 rats nourris au maïs transgénique, tumeurs, pathologies lourdes. » Les tumeurs que vous voyez là, c'est des tumeurs qui apparaissent de manière naturelle chez cette espèce de rat. Les données statistiques étaient mauvaises. Cédric Villani, qui est pourtant écologiste, le dit. Et regardez ce qu'écrit Cédric Villani, qui pourtant, lui, est écologiste, mais mathématicien, et qui dit qu'il faut, pour tenter d'aller vers le consensus, ne pas se contenter de la controverse. Pour aller vers le consensus, nous avons 2 outils, le partage sincère des informations, le débat argumenté, dans lequel on répond point par point aux objections de l'autre camp. Dans le cas présent, nous n'avons vu ni l'un ni l'autre. Et 5 ans plus tard, puisque l'INRA avait été chargé d'une étude par le gouvernement, regardez, maïs OGM Monsanto 810 NK 603, pas d'effet détecté sur la santé et le métabolisme des rats, sauf que c'était trop tard. D'abord, ça n'a pas été médiatisé, et c'était trop tard. Le mal est fait à partir du moment où vous médiatisez à un moment donné un risque ou un danger. On a donc travaillé sur ce sujet, et ça c'est assez exemplaire au niveau de l'Assemblée, c'est que tous les groupes politiques, là j'ai mis le groupe politique qui était le mien et plusieurs députés du groupe socialiste, mais le groupe républicain, le groupe radical, tous on a fait la même proposition qui s'appelle « Science et progrès dans la République », dans lesquelles, comme vous le voyez, on incite le gouvernement, et inciter c'est peut-être quelquefois pas suffisant, à mettre en avant des stratégies de communication, des débats avec les citoyens, à renouveler les cadres du débat, à travailler sur le bénéfice-risque, à, comme vous le voyez, à réfléchir aux pratiques pédagogiques fondées sur l'usage raisonné des technologies numériques, en particulier à l'apprentissage du tri de l'information qui faciliterait la distinction entre des savoirs établis et des opinions sans fondement scientifique. Et que vous pouvez le consulter, ça a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale en 2017, il y a 4 ans, c'est pas très vieux, et je crois que c'est très important. Quand on déclare, comme vous le voyez par la suite, que les NBT détruisent la biodiversité, là aussi, quand on va interroger ce que nous avons fait dans notre étude, la totalité des scientifiques
Pour les académiciens, Georges Pelletier, André Gallet déclarent la mutagénèse a eu un impact positif puisqu'elle permet de développer de nouveaux caractères. Ce sont des pratiques intensives de l'agriculture qui affectent la biodiversité et non les variétés de plantes génétiquement modifiées. Il n'y a pas eu d'effet négatif qui a été montré par la totalité des études scientifiques. La biodiversité, il y a des problèmes de biodiversité aujourd'hui, l'Académie d'agriculture y travaille, mais ce ne sont pas dus à ces techniques de NBT. Et c'est cet amalgame permanent qui fait que comment voulez-vous que le citoyen s'y retrouve quand il a de manière permanente, on lui assène un certain nombre de contre-vérités. Et donc, je crois que les NBT, d'autre part, il faut réconcilier, ça c'est ma position, les NBT et l'agroécologie. J'étais content que la position de la dernière intervenante de la table ronde tout à l'heure était la même, qu'on a besoin de combiner la totalité des techniques si on veut progresser. On ne doit pas opposer les technologies et que les NBT ne se résument pas aux OGM et représentent des techniques plus larges. Ce sont des leviers de la transition agroécologique, comme ça a été indiqué tout à l'heure. Et le renouvellement des pratiques agricoles doit jouer à la fois sur la diversification des cultures, mais vous l'avez tous très bien dit pendant cette journée de colloque, sur l'allongement des rotations, sur la lutte intégrée, sur la lutte mécanique et chimique, sur le biocontrôle, sur l'agriculture de précision et sur la génétique végétale, qui était la grande oubliée. D'ailleurs, 100 prix Nobel, dont 4 Français, ont indiqué en juin 2016 une déclaration à l'adresse de l'ONU, c'est passé relativement inaperçu, 100 prix Nobel, qui, en faveur de l'usage accru de ces techniques de sélection végétale, notamment dans les pays du Sud, et continuer les campagnes de dénigrement constituerait pour eux un crime contre l'humanité. Toutes les agences scientifiques et réglementaires à travers le monde ont établi de manière répétée et cohérente que les cultures et les aliments issus des biotechnologies sont aussi sûrs, sinon plus, que ceux provenant de toute autre méthode de production. La question de fond, et là aussi ça a été dit pendant ce colloque, c'est de savoir comment, à la fin du XXIe siècle, on va nourrir 8, 9, 10 milliards d'habitants sans prélèvement et destruction supplémentaires pour la planète, et avec des gens qui puissent manger à leur faim. Il y a des famines actuellement dans le monde. Il y a des famines à Madagascar, dans le sud. J'ai vécu à Madagascar une partie de ma carrière. Il y a des famines dans le sud-ouest de Madagascar. Pour y parvenir, pour moi, et c'est une conviction profonde, il est important de soutenir l'innovation. Et dans l'innovation, je crois qu'il y a eu un tableau qui disait que l'innovation ne se résumait pas, bien sûr, aux techniques de sélection. C'est vrai, on a parlé tout à l'heure du rôle de l'informatique dans le développement de l'agriculture, et c'est important, mais pour y parvenir, il est primordial de soutenir les biotechnologies en agriculture qui doivent devenir complémentaires de l'agroécologie. Car si la France suit les avis de la Cour de justice de l'Union européenne récente, et c'est ce que disait une collègue, Agnès Ricraud, qui finalement assimile la totalité des nouveaux produits à des OGM avec une réglementation qui est très complexe, eh bien, on n'aura pas les moyens de lutter contre d'avoir des plantes qui s'adapteraient au réchauffement climatique. On n'aura pas les moyens et on sera dépassé par un certain nombre de pays. Le Brexit, on s'est battu contre le Brexit, en tout cas moi, personnellement. Et bien néanmoins, les Anglais, aujourd'hui, sont en passe de modifier leur législation sur les NBT, et les Anglais viennent d'autoriser la culture d'un blé qui a été transformé par des NBT. Ça, c'est tout récent. Et si donc on n'est pas capable au niveau international, et si jamais les technologies qui ont été développées par une prix Nobel dont une française, on se refuse de les appliquer au niveau d'un certain nombre de disciplines et de domaines dans notre pays, à mon avis, on est mal parti. Cette nouvelle frontière, et je vais conclure en essayant d'élargir le débat, cette nouvelle controverse sur les NBT démontre que les frontières entre la précaution, qui est nécessaire, j'ai voté le principe de précaution, et l'inaction sont ténues. Cette évolution inquiétante prend sa source dans la confusion de plus en plus marquée entre ce qui relève des savoirs issus d'une démarche scientifique rigoureuse et ce qui relève des croyances ou des manipulations. On est aujourd'hui à la croisée des chemins. Ce colloque pose les questions de savoir si chimie et agriculture durable sont compatibles. La chimie pourrait-elle devenir verte, plus sûre, plus efficace, plus propre,
Après vos interventions, je pense que oui. L'évolution de nos comportements dans le domaine alimentaire illustre cette problématique. Pendant très longtemps, l'ensemble de l'humanité a eu comme souci constant de subvenir à ses besoins en nourriture. Ce n'est plus aujourd'hui le cas dans les pays développés, où le spectre de la famine ou de la disette s'est éloigné. Ils disposent aujourd'hui d'une nourriture abondante et de qualité. Il a fallu pour cela que se mette en place une véritable révolution agricole pour parvenir à un accroissement de la productivité. Cela a nécessité à la fois une mécanisation de la production agricole et un recours très important aux produits phytosanitaires pour lutter contre les ennemis des cultures. Pendant des siècles, la nourriture a suivi des circuits courts. Les matières alimentaires de base étaient produites par les agriculteurs et étaient vendues sans modification aux consommateurs. Depuis quelques décennies, les aliments sont désormais des produits quasi manufacturés. Ils voyagent sur des longues distances. La cuisine est faite à l'usine et le régime est fait à votre place. Ce que l'on mange s'est éloigné du produit brut. On peut d'ailleurs estimer que nos concitoyens souhaitent des choses contradictoires en plébiscitant des produits du terroir issus de circuits courts, mais avec les mêmes garanties d'asepsie alimentaire que les produits de grande consommation. L'inquiétude n'a jamais été aussi grande, alors que, de l'avis des experts, l'alimentation n'a jamais été aussi saine. Les intervenants ont montré que cette évolution positive est bien sûr due à l'apport de l'innovation dans l'agriculture. Avec Claude Biraud, en 2012, dans un rapport sur l'innovation, nous disions que l'innovation permet d'intégrer le meilleur état des connaissances à un moment donné dans un produit ou un service afin de répondre à un besoin exprimé par les citoyens ou la société. Ça a été le moteur de la révolution agricole. Les nouveaux outils apportés par la génétique sont, comme nous l'avons déjà dit, complémentaires des objectifs de l'agroécologie. Dans le domaine de l'agriculture, l'innovation peut donner à la société une vision pour l'avenir et éclairer les enjeux du futur. Comme l'a déclaré le philosophe Claude Debru dans un récent colloque organisé par l'Académie d'agriculture, sans innovation, il n'y a pas de progrès. Il faut bien sûr que le progrès soit maîtrisé et surtout que le progrès soit partagé. Il n'est pas partagé, le progrès, aujourd'hui. Le progrès, il est pour un certain nombre de pays et pas pour tous. Les risques ne doivent pas, on l'a vu sur le Covid, on l'a vu sur le vaccin. Les risques ne doivent pas être balayés d'un revers de main, mais plutôt évalués rationnellement, en s'appuyant sur les savoirs, en tenant, je le disais, à distance les croyances, les partis pris idéologiques, la propagande, les discours sectaires, car, comme le disait fort justement Bertrand Russell, qui a la chance d'être à la fois mathématicien, prix Nobel de littérature et philosophe, la science n'a jamais tout à fait raison, mais hélas, elle a rarement tout à fait tort, et en général, elle a plus de chances d'avoir raison que les théories non scientifiques. Il est donc rationnel de l'accepter à titre d'hypothèse. Merci beaucoup.